Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, M. Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, l'émission qui est à la disposition de toute personne qui souhaite développer un certain nombre de thématiques qui rentrent aussi dans le cadre, bien entendu, de vivre ensemble, mais aussi l'éclairage sur l'actualité internationale. Et c'est le cas par rapport à l'intervention de M. Emmanuel Dupuis, qui est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. La thématique de ce jour, Emmanuel, c'est le sommet Russie-Afrique à Sochi. On pose la question pourquoi ce sommet et surtout son timing, qui est un timing quand même un peu spécial, hein, comme tout le monde le sait, il y a un grand nombre, donc il y a un grand nombre de personnes aussi, des opposants à la présence française en Afrique, il y a beaucoup de dire sur le franc CFA, il y a beaucoup aussi dire sur cette offensive Russie en Afrique. Selon vous, c'est quoi qui a poussé la Russie à entreprendre un sommet de telle ampleur et notamment d'inviter aussi des opposants dans certains pays africains? Bon, alors déjà, la Russie n'a pas attendu ce sommet pour être présent en Afrique. Elle a fait une offensive déjà depuis de trop nombreuses années où elle est revenue sur le continent africain. D'ailleurs, certains disent qu'elle ne l'a jamais vraiment quitté, qu'elle a toujours eu des constantes en matière de coopération diplomatique, notamment avec les trois pays phares qui étaient la quintessence de son implication sur le continent africain, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc je ne vois pas de timing particulier, ou en tout cas, cela ne s'inscrit absolument pas dans un agenda qui viserait à s'opposer à l'un ou à l'autre. La Russie, du reste, a fait son premier sommet les 23 et 24 octobre dernier à Sochi, alors même que d'autres pays sont en train d'envisager la même chose. Va se tenir d'ici quelques jours à Sao Paulo le premier sommet Brésil-Afrique, et va se tenir à Jeddah mi-novembre, enfin, troisième semaine de novembre, le premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Donc il y a une appétence, un intérêt à ce que un certain nombre de pays non africains cultivent ou adoptent des résolutions beaucoup plus offensives sur le continent africain. Et le sommet de Sochi est d'une certaine façon une parfaite réussite, puisque pour la première tentative de réunir des chefs d'État et de gouvernement, Vladimir Poutine a quasiment rempli son objectif, à jouer à guichet fermé, si j'ose dire, puisque 49 des 54 chefs d'État et de gouvernement se sont rendus sur le continent africain. Bien évidemment, le président russe n'avait pas invité le 55e, entre guillemets, État, la République arabe de Syrie démocratique, donc ce qui a permis que le Premier ministre marocain, Al-Othmani, et une importante délégation marocaine se rendent à Sochi. Donc, premièrement, pour répondre à votre question, je ne vois pas de timing très particulier, ou en tout cas irrévérencieux, par rapport à une présence qui se veut non pas conquérante, mais offensive au sens propre du terme. Et de ce point de vue, la Russie ne fait pas moins bien ou s'inscrit tout autant que le Japon, qui a tenu en fin août sa 7e réunion, sa 7e International Conference on Africa Development, TICAD, et bien évidemment la Chine, qui lui avait emboîté le pas quelques jours précédemment à Madagascar en faisant sa 8e édition du FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine. Donc je ne vois pas d'opposition à ce que les États disent on a mieux réussi que son voisin. Il est quand même une constante, comme je le rappelais, la Russie a réussi à réunir 49 chefs d'État et de gouvernement quand les sommets de l'Union africaine réunissent rarement l'ensemble des 54, et quand les sommets France-Afrique, et le prochain se tiendra en octobre 2020 à Bordeaux, à peine à réunir plus d'une vingtaine ou une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Et la France dans tout ça?
Écoutez, la France, elle regarde avec intérêt la présence d'autres acteurs internationaux. Il faut quand même rappeler que la France n'a pas l'exclusivité de sa relation avec le continent africain, que le commerce bilatéral entre la France et le continent africain est très modeste, et en tout cas, il est bien en deçà de ce qu'il devrait être, et en tout cas, il est à la traîne puisque ce ne sont plus les Français qui sont les premiers investisseurs européens sur le continent africain, mais les Allemands, et que la balance commerciale de la France entre le continent africain et l'Hexagone, c'est plus ou moins de 50-54 milliards d'euros, mais qu'on est bien très très loin derrière d'autres partenaires. J'ai nommément évoqué la Chine, dont la balance commerciale, elle, avoisine les 220 milliards de dollars par an, ou des pays qui ont l'ambition d'augmenter leur participation. Je pense notamment à l'Inde, qui a décidé de porter sa part de commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2025. On a aussi à l'esprit l'offensive turque, qui vise aussi à multiplier par 4 ces investissements. Et puis, bien évidemment, de nouveau, l'investissement grandissant de la Russie, qui a décidé, d'ici 5 ans, de multiplier par 2 ces investissements sur le continent africain. Ils sont pour l'instant de 10,5 milliards d'euros. Et il devrait être, d'ici 2024-2025, il devrait avoisiner les 20 milliards. Sauf que, Emmanuel, comme je crois vous l'avez bien remarqué, lors de ce sommet, il y a un grand nombre d'opposants africains qui ont participé, et surtout, il ne faut pas oublier, je crois, il y a 4 ou 5 États qui vont avoir des élections au courant de l'année prochaine. Et parmi ces opposants, il y a la Côte d'Ivoire qui parle comme quoi, simplement, il y a une mainmise de la France sur le continent africain, et comme quoi la France, elle parle au nom des Africains, et qu'ils ne sont pas libres, et comme quoi il y a un réel souci par rapport à une mainmise sur le franc CFA. Il y a un grand nombre de choses, d'accusations qui sont graves quand même, sur le plan international, où on met en exergue la présence française dans ces pays, et que ces pays n'ont pas de liberté réelle, d'après ce qu'ils disent pendant ce sommet. Selon vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un réel problème entre ces opposants avec la puissance coloniale au passé, la France, ou bien tout simplement il y a une erreur d'appréciation? Il y a sans doute une erreur d'appréciation de la part des commentateurs. C'est un intervenant. C'est un intervenant. Il ne faut pas tomber dans le piège. Oui. Il y a bien eu quelques opposants qui ont été présents à l'occasion du contre-sommet. Je rappelle aux auditeurs, parce que c'est important, qu'il y avait 2 sommets à Sochi. Il y avait le sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui a réuni sous forme bilatérale dans un premier temps, puis multilatérale dans un deuxième temps, le dernier jour, le 24, l'ensemble des délégations des 49, comme je l'expliquais, pays qui étaient présents. Le président Paul Biya n'a pas pu se rendre à Sochi puisqu'il accueillait en même temps le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et puis il y avait un autre sommet dans lequel le but n'était absolument pas de fustiger ou de dénoncer la présence ou l'action, entre guillemets, néfaste ou réductrice en termes de droits de l'homme ou démocratique vis-à-vis des intervenants, puisque l'ensemble, et moi-même, il était prévu que je modère une des tables rondes, portait davantage sur les investissements économiques. Il y a bien eu 2 personnes qui ont critiqué la France pour leur action, mais le but n'était absolument pas de mettre cela comme une sorte de plus-value ou quelque chose qui était le but de ce contre-sommet. Ce contre-sommet avait vocation, comme l'ensemble des contre-sommets, de l'ensemble des sommets qui concernent le continent africain, de montrer les opportunités économiques, avec peut-être une différence. Et là, je pense qu'il faudrait plutôt focaliser sur ce point, avec des intervenants qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que l'on peut trouver dans d'autres sommets, avec effectivement des activistes, des universitaires, beaucoup d'universitaires qui étaient passés d'ailleurs par ce qui constitue une des réalité de l'implication ou de la pérennité de l'action de la Russie sur le continent africain. Je pense notamment à l'université Patrice Lumumba, ex-Patrice Lumumba, devenue université de fraternité entre les peuples. Il y a une thématique qui est revenue souvent dans ce sommet, c'est que tout simplement, il y a des gens qui appellent à l'IDE, au lieu, c'est l'investissement direct étranger, au lieu de l'aide publique venant des pays comme la France et d'autres, que cela inspire pour vous? C'est une réalité que d'ailleurs que l'ensemble des sommets, et la France ne peut pas, la France comme d'autres pays, comme d'autres investisseurs étrangers, la remettre en cause. L'aide publique au développement correspond à peu près à 150 millions de dollars par an venus d'Europe. L'aide publique
enfin l'aide, pardon, pas publique, l'aide que prodigue la diaspora, c'est 10 fois cette somme. Donc bien évidemment, la nature de l'aide est un sujet de préoccupation et un sujet, j'ose dire, de débat institutionnel et politique multilatéral, et pas seulement à travers le sommet de Sochi pour dénoncer l'inaction ou l'inefficacité ou l'insuffisance de l'aide publique au développement. Tout le monde a conscience ou a pris conscience que l'aide publique ne se suffisait pas à elle-même. Premièrement, parce que la plupart des grands donateurs ne donnent plus autant qu'ils le pouvaient. Et quand je parle de grands donateurs, je pense des agences publiques au développement, et en l'occurrence des agences publiques au développement venues de pays qui, jusqu'à présent, étaient actives. Je pense notamment à l'AFD ou l'Agence de développement allemande, et on voit bien que la mobilisation financière de la diaspora, comme je l'évoquais, avec la mise en place, et ça a été rappelé à Sochi, de cette 6e région africaine, de ces 30 millions d'Africains qui résident en dehors du continent africain et qui contribuent, comme je le rappelais, à 10 fois plus ce que l'aide publique au développement permet de mobiliser. Donc bien évidemment, il y a, et c'est louable que ça ait été rappelé à Sochi, une capacité de financement, une capacité d'investissement fort, et de ce point de vue, l'ensemble des sommets internationaux devrait à l'avenir le mettre en avant autant qu'il a été mis en avant à Sochi. Comme vous le savez, il y avait une rencontre entre le président Macron et le président russe Poutine, et surtout avant ce sommet. Est-ce que, selon vous, c'est une appréciation, ni plus ni moins, donc est-ce que selon vous, ces rencontres, l'Afrique faisait partie aussi de ces négociations? Oui, il a été fortement d'ailleurs question d'une complémentarité. C'est pour ça qu'on en revient à votre première question. Il ne faut absolument pas voir ce sommet comme une incitation ou un porte-voix pour les opposants à ce qu'a été le soutien que la France a prodigué à un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Du reste, je rappelle qu'il y avait dans la même ville des opposants et des chefs d'État et de gouvernement invités par Vladimir Poutine avec, entre guillemets, la même tonalité de temps-parole et la même capacité de faire passer leur message. Donc ça, évacuons ou mettons de côté cette dimension. Avec là aussi quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en avant à l'occasion de cette fameuse rencontre dont vous faites état, c'est-à-dire celle du 19 août à Bergen-Belsen entre les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, avec sans doute, et on le verra d'ici les prochaines semaines et les prochains mois, je l'espère, une convergence, une coopération, ou en tout cas un appel à ce qu'il y ait une plus forte coordination entre la France et la Russie. Premièrement parce que la Russie, comme je l'expliquais, est un acteur économique. D'ailleurs, le président Poutine a rappelé de nouveau à Sochi, non seulement en décidant de multiplier par 2 les investissements russes de manière plus homogène, non seulement dans les 3 pays que je citais, qui constituaient la fer de lance dans l'implication, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, mais une autre proposition, enfin une autre décision importante qui a été faite par le président russe et qui, d'une certaine façon, nous ramène à la nécessaire coopération avec la France et pas seulement d'ailleurs avec l'ensemble des pays européens, c'est l'annulation des dettes que la Russie, qu'une douzaine de pays africains avaient contractées avec la Russie, donc en l'occurrence pas loin de 20 milliards de dollars. Donc on voit bien que le président russe veut être un acteur économique, donc avec des opportunités économiques, les entreprises russes, et donc ces entreprises russes ont vocation aussi à collaborer avec des entreprises européennes. Prenons par exemple le cas emblématique de la Guinée, où l'abandon du contrat qui jusqu'à présent était celui obtenu par la compagnie BSRG sur la mine de fer et de bauxite de Simandou devrait permettre à ce qu'il y ait une mise en concurrence. En tout cas, la société russe, Rusal, a d'ores et déjà dit qu'elle allait concurrencer, qu'elle allait proposer sa candidature, faire développer son offre. Donc les entreprises russes, que ce soit Rusal, comme j'expliquais, ou Rostec, ou Alrosa, dans le secteur des mines, du diamant, et bien évidemment Gazprom, Lukoil et Rosneft, contribuent évidemment à permettre le développement des économies africaines dans lesquelles ces pays investissent. Et de ce point de vue, j'en reviens à votre question, il en a été question, évidemment, à l'occasion de la rencontre entre le président Vladimir Poutine et le président Emmanuel Macron, pour un domaine en particulier, qui est sans doute un domaine dans lequel aussi la coopération avec la Chine va aller crescendo, c'est celui de la coopération en matière sécuritaire. On a bien vu ces derniers temps qu'il y a une tendance, on peut la récuser, mais évidemment la mettre en débat, mais on ne peut pas l'évacuer d'un revers de main. Il y a une interrogation sur l'efficacité de la manière dont la communauté internationale, par le biais de l'ONU, la mission MINUSMA depuis 2013 ou la mission MINUSCA en RCA et la mission MINUSMA au Mali, interroge sur la capacité des Occidentaux à pouvoir aider utilement les forces armées africaines, notamment celles qui sont, entre guillemets, les plus ciblées. Je prends l'exemple
de l'attentat qui s'est déroulé il y a 2 jours, qui a coûté la vie à 53 membres des forces armées maliennes. Il y a une interrogation sur la capacité financière, la pérennité, encore une fois, parfois la légitimité de la présence de troupes occidentales dans un certain nombre de contrées africaines. Dans la bande sahélo-sahélienne, la question de la légitimité, ou en tout cas l'efficacité de Barkhane, est interrogée. Et de ce point de vue, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, 4 précisément, le président tchadien, Déby, le président nigérien, Buhari, le président du Burkina Faso, Kaboré, et le président du Niger, Issoufou, ont évoqué le fait qu'ils appelaient à ce que la Russie s'implique davantage dans cette thématique. Et de ce point de vue, comparaison des paraisons, en vantant le fait qu'il a fallu que la Russie s'investissant en Syrie, ça a été un révélateur du changement, ou en tout cas un début de processus de stabilisation. Un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement ont demandé au président Vladimir Poutine, qui a répondu directement, et j'en reviens là précisément pour vous répondre, en disant qu'évidemment, si tel était le cas, il le ferait en parfaite coopération avec les forces étrangères qui sont déjà présentes sur le continent africain. Une petite confusion, et on aimerait bien avoir votre avis, vu que votre institut, c'est un institut qui est spécialiste aussi de l'Afrique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous-même, vous êtes parmi les fins connaisseurs des problématiques de l'Afrique. C'est quoi cette histoire de franc CFA et l'impôt colonial? Oui, alors ça, c'est un débat, encore une fois, qui n'a absolument pas été mis en avant, parce que ce débat a été ouvertement posé à l'occasion de Sochi par un certain nombre d'activistes. La France se pose la question de l'efficacité, la France et les sociétés africaines se posent la question au XXIe siècle de l'efficacité de ce franc CFA, dont l'arrimage au franc, ou l'arrimage maintenant à l'euro, pose la question en termes de rationalité économique. Par contre, ce qui est en question, et il en a été question à Sochi, il en a été question à Yokoyama à l'occasion du sommet Japon-Afrique, ou à Antananarivo à l'occasion du sommet Chine-Afrique, il faut que l'Afrique s'insère légitimement dans le commerce international, et pour ce faire, il faut qu'il y ait une harmonisation monétaire et fiscale sur l'ensemble des 54 États africains, mais d'abord dans la sous-région. Donc la question de la transformation du CFA en un éco, donc une monnaie commune d'abord aux 15 pays de la zone CEDEAO, et donc élargie à la zone monétaire de l'Union ouest-africaine, est une question qui mérite ce débat. Alors après, qu'elle soit un instrument ou qu'elle soit perçue comme un instrument colonial, je ne rentrerai absolument pas dans ce faux débat, qui est un faux débat qui ne concerne d'ailleurs pas spécifiquement la France, ou la relation de la France avec un certain nombre de pays africains, mais s'insère dans un débat politicien européen. J'en veux pour preuve le fait que ce soit un certain nombre de nos voisins, nommément l'Italie, qui l'ait évoqué, en disant que la France était encore une puissance coloniale, car elle était liée par la monnaie avec un certain nombre de pays. C'est oublier le fait qu'un certain nombre de pays avec lesquels nous sommes liés historiquement, depuis 1956 le Maroc et la Tunisie, depuis 1962 l'Algérie, ne pratiquent pas ou n'ont pas cette monnaie. Donc cet argument, me semble-t-il, est un argument politicien, et je suis de ceux comme l'ancien ministre de la prospective, l'ancien haut fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie, le ministre togolais Nano Akufo, qui vient juste d'écrire un bouquin en interrogeant ce débat, ou en mettant en avant le fait que ce débat devrait avoir lieu sur la place publique. Vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose de très important. La Russie a refusé l'acceptation de la République sahraouite, le Polisario, autrement dit, au sein de ce sommet. Comment ça a été interprété par la communauté internationale, ce refus, M. Emmanuel Dupuy? Ça a été interprété particulièrement bien. L'ensemble des pays africains n'ont pas refusé de siéger. L'Afrique du Sud était présente, d'autant plus que le président Ramaphosa préside encore les BRICS 10 ans après leur création, et que, bien évidemment, la prochaine présidence de l'Union africaine sera assurée par le président d'Afrique du Sud. Donc il n'y a pas eu de refus, ni de la part des soutiens habituels de la République arabe sahraouite, le Polisario, donc le Polisario, en l'occurrence le Nigeria. Le président Buhari était un des plus fervents partisans d'un rapprochement, ou encore une fois d'un approfondissement de la relation avec la Russie. Donc il n'y a pas eu de la part des Africains eux-mêmes un vent de colère. Le président Nasser, le président par intérim algérien, était présent au même titre. D'ailleurs, c'est lui qui a eu le droit, en tant que premier de la liste, à prendre la parole immédiatement après le président en exercice de l'Union africaine, le président égyptien
Abdel Fattah al-Sisi. Donc, de la part de la communauté internationale, il n'y a pas eu non plus de réprimande ou devrait-il en avoir du reste. Non, il y a eu juste le respect de la règle internationale qui veut que, au niveau de l'ONU, on ne reconnaisse que 54 États sur le continent africain, ce qui évidemment diffère un peu de l'Union africaine qui, elle, en reconnaît 55. Juste en relation avec ce problème-là, je crois que vous avez entendu parler, il y a un certain nombre de politiques algériens qui ont appelé à parler de la marocanité du Sahara récemment et qui demandent l'ouverture des frontières. Est-ce que cet appel aura écho, selon vous, dans la classe politique algérienne, après Bouteflika, bien entendu? Je pense que la communauté politique algérienne a déjà beaucoup à faire pour sa propre stabilité et sa propre survie politique, si j'ose dire. Les élections du 12 décembre s'approchent. Les 5 candidats sont maintenant connus. Encore faudrait-il que ces 5 candidats soient en tonalité avec le mouvement du Irak qui quand même manifeste depuis, rappelons-le, plus de 9 mois maintenant et qui réclame un processus électoral, un calendrier, un changement de régime qui n'est pas au rendez-vous. Donc je crois que les Algériens se préoccupent avant tout de leur propre stabilisation interne avant de se préoccuper de la manière dont ils sont perçus ou la manière dont ils devraient interagir avec leur voisinage. Maintenant, c'est une question qui est nécessaire, indispensable même. Le nouveau président tunisien, Kais Saïd, l'a rappelé d'une certaine façon, ou offre une perspective en appelant de ses voeux que l'Union du Maghreb arabe soit réouverte, enfin que le dossier de l'Union du Maghreb arabe, dont on a fêté quand même déjà plus de 30 ans, 31 années d'existence, mais de réalité beaucoup moins évidente, a rappelé cela. Donc il y a effectivement la nécessité de se pencher sur cette thématique en lien avec l'agenda marocain, qui est un agenda d'ouverture de ce débat dans un cadre plus large, celui de l'espace politique, économique et sécuritaire ouest-africain, d'où sa volonté répétée, réaffirmée d'intégrer la CEDEAO, et c'est une question qui est restée pendante jusqu'à présent, avec là aussi une mobilisation très forte de pays qui font partie de la solution, je veux dire, la Mauritanie, qui appelle à ce qu'il y ait une avancée de ce point de vue-là. Donc je pense évidemment que la rouverture des frontières ou une relation plus apaisée avec un gouvernement marocain qui maintenant est renouvelé sous une forme beaucoup plus ramassée, 23 ministres, avec une volonté, en tout cas c'est perçu comme tel, ou je l'aperçois comme tel tout au moins de la part du roi, de mettre tout le monde au travail pour effectivement aller de l'avant de ce point de vue-là. Et je pense, encore une fois, pour en revenir au thème de notre conversation, que le sommet de Sochi aura au moins montré ou pu démontrer qu'il y a une volonté à la fois continentale, régionale, de la part de la Russie, de s'ouvrir ou de permettre que sa capacité, sa réalité diplomatique, la Russie a doublé le nombre de ses ambassades sur le continent africain. La Russie agit à travers ses entreprises, je l'ai évoqué, à travers sa puissance politique, militaire, son attractivité, l'attractivité de son leadership, mais également avec un certain nombre d'influences ou un certain nombre de thématiques qu'elle peut mettre en avant. Je le résume d'une phrase, à force de dire que le continent africain n'est plus dans la thématique ou dans l'horizon stratégique américain, cela laisse la place à d'autres et la Russie s'en empare. Qui pourrait le lui reprocher? Que les Chinois. Merci, monsieur. Non, même pas. Non, pour répondre à votre question, même pas. Non, les Chines, vous savez, la Chine est déjà ancrée sur le continent africain. Il y a 10 millions de Chinois qui sont sur le continent africain. Soit la concurrence que comme une concurrence positive. Et la Chine n'a jamais tendance à tuer la concurrence. Au contraire, ça lui permet de montrer à quel point ses ambitions sont plus fortes ou, entre guillemets, sont trop forts les Chinois, c'est sont trop forts. Emmanuel, merci infiniment de cet éclairage et tu es le bienvenu quand tu le souhaites et aussi merci. À l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, là où vous êtes le président. Je vous dis à très bientôt et merci de cet éclairage fort intéressant sur le plan africain mais aussi sur le plan ce sommet Russie-Afrique. Emmanuel Dupuis, à bientôt. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.